mon dernier documentaire, Main basse sur l'énergie, je racontais comment le démantèlement du service public de l'électricité aiguisait de nombreux appétits financiers. La transition énergétique et les énergies renouvelables devenaient un prétexte à plus de privatisation et surtout à un véritable racket de l'argent public. Le pillage était tel que j'avais utilisé un célèbre feuilleton des années 70, Les Incorruptibles. Le parallèle pouvait paraître grossier, mais la réalité parfois dépasse la fiction. Dans cette nouvelle enquête, je me suis attaqué à la privatisation du service public, cette fois-ci du gaz. Eh bien, force est de constater que le pire est possible en matière de détournement, tout ça dans l'aveuglement le plus complet. Il nous faudra alors traverser un écran de fumée bien entretenu pour commencer à entrevoir l'étendue des dégâts. Proche de toi, laisse le traîner derrière, soit qu'il soit sur toi, le blues fait rouler les affaires, mais aussi amène la guerre, quelque chose d'éphémère, qui nous fait perdre beaucoup de frères. Le passé c'est hier, j'avance vers le futur d'allure fière, je vois ma vie normale, toutes les connaissances que j'acquiers. Donc là ça aspire l'air. Ça aspire l'air, ça l'analyse, ça nous donne une particule par million. Ça détermine la gravité de la fuite ou pas. Donc là, par exemple, c'est 10 000 particules par million, ça représente 1% de gaz dans l'air. Voilà, pour être plus clair. On va aller plus haut parce que et là on voit si le robinet dessous il est fluent ou pas. Ça c'est ce qui alimente l'immeuble. Celui-là il va. Celui-là il n'y a rien. Nous, la particularité dans les grandes villes, c'est d'avoir beaucoup de kilomètres de réseau vétustes. Enfin, âgés en tout cas, pas forcément vétustes, mais âgés. C'est pour ça qu'à l'époque, on avait des services de 3-8, etc. Parce que ces réseaux, ils avaient besoin d'une présence constante au quotidien, au maximum, pour pouvoir prévenir en cas de fuite, en cas d'entretien à faire, en cas d'entretien à réaliser, tout en continuant le service public et la continuité de service qu'on devait aux usagers. Voilà, donc là, on voit que déjà, il y a une petite fuite dessus. 20 ppm, bon, ça représente très peu. À l'eau droit, ça se sent pas, mais là aussi, c'est très léger. Là, par contre, on a une fuite enterrée. C'est-à-dire, là, on voit qu'il y a eu des points de localisation de fait. C'est une fuite typiquement qu'on surveille. Mais là, quand même, sur le réseau, il y en avait 4 ou 5 déjà. Allez, on a fait 50 mètres. Il y a des rues comme ça, il y en a quelques centaines. Ah oui, c'est ça, c'est pas un cas isolé quand même ce genre. Non, c'est pas un cas isolé, hein. C'est du classique même, on va dire. À l'époque, il y avait à peu près 300 gaziers. Et aujourd'hui, on est environ 80. Donc on s'est battu, on a fait ces 5 dernières années quand même, on a fait 3 gros conflits qui nous ont permis on a gagné des embauches, on a gagné des meilleures conditions de salaire, on a gagné pas mal de choses sur Marseille, surtout l'année dernière, qui a fait en sorte justement qu'on puisse avoir plus de personnel pour pouvoir pallier à... même si ça suffit pas quoi. Maman, voici mon mari. S'il n'est pas joli, il est quoi Abonné au gaz. S'il n'a pas d'auto, ni... Durant près de 60 ans, le service public Gaz de France a été chargé d'organiser la fourniture du gaz à un bas prix aux usagers et aux entreprises raccordées au réseau. Tout simplement, et qu'il possède un appartement. En 2006, dans un contexte européen de déréglementation des services publics, GDF a été privatisé, puis marié à Suez en 2007, pour prendre le nom en 2015 d'Engie. Et GDF Suez est maintenant Engie, car le monde change et avec lui, toutes nos énergies. Et par la magie du marché, les 4 opérations de gestion du gaz, dont se chargeait avant GDF avec sérieux et discrétion, se sont retrouvées saucissonnées en autant d'entreprises dont la mission depuis la privatisation est de continuer à distribuer du gaz dans le cadre du nouveau marché déréglementé, mais également des dividendes. Allez, autrement dit, beaucoup de flouze à Engie, leur nouveau propriétaire.
Une bien belle histoire racontée depuis par une effluve de communication scintillante et rutilante, si loin du quotidien des usagers et des salariés. Bon, allez, on va commencer directement, parce qu'on y est. Tu m'as amené où, là? On est où? Alors ici, bon, c'est pas un gros stockage. On a 7 puits quand même. On a 7 puits, puis toutes les canalisations arrivent au site qu'il y a derrière nous et qui part sur le site principal, là où on retraite le gaz, où on le comprime. Le site de Manosque fait partie des 13 sites de stockage souterrain installés sur tout le territoire par Gaz de France à partir des années 50. Leur mission était simple mais efficace, assurer la sécurité d'approvisionnement du pays. Depuis la privatisation du service public, cette mission de stockage est transformée en une entreprise nommée Storengy. Mais dans un marché totalement déréglementé, Storengy a un autre objectif, remonter de forts dividendes à sa maison mère Engie. Les exigences de sécurité entrent alors en conflit avec de gros appétits financiers. C'est vrai que maintenant, depuis quelques années, je vois les collègues arriver, certains qui ne sont même pas du milieu gazier, qui sont habilités au bout de quelques jours, pour pas dire quelques mois, à faire des choses qu'à l'époque on mettait peut-être 1 an ou 2 avant qu'on nous confie les responsabilités. Maintenant, les responsabilités, en quelques semaines, on les a, parce qu'on est de moins en moins, quoi. Ils ont supprimé tellement de personnel que vite, dès qu'il y a un nouveau, il faut qu'il soit habilité dans la foulée, même si le gars n'est pas vraiment formé, etc. On ferme les yeux. Et ça amène à des prises de risques, voilà, malheureusement. Moins de salariés sur des sites Cveso3, de ce qu'ils ont fait depuis, ils ne pouvaient pas descendre plus bas. Les accidents ont augmenté. La politique stratégique sur la sécurité a reconnu qu'il fallait faire de gros efforts. Les risques psychosociaux sont toujours là, mais il faut que les choses évoluent. Pourquoi, à un moment donné, à force de solliciter les gens qui restent et le manque de personnel s'est fait ressentir au fil du temps et a usé tout le monde. Nos entreprises sont des centres de profit. Alors même si aujourd'hui le groupe et nos directions affichent que la priorité, c'est la sécurité plutôt que la production, comme on est un centre de profit, je vais parler pour une entreprise que je connais qui est Storengy, on est tenu par un calendrier de sites indisponibles dans lequel on doit faire nos interventions réglementaires, de maintenance, etc. Donc on s'aperçoit que même quand la direction affiche que priorité à la sécurité plutôt que la production, ceci étant, le timing pour rendre le site dispo, parce que derrière on a nos clients, fait que les salariés sont sous pression constante, voire sont rappelés, on réaménage le planning, etc. etc. Et le sous-effectif fait qu'on les met en danger. Et moi je leur tire mon chapeau parce que avec ce métier gazier qu'ils ont chevillé au corps, à tout niveau, ils arrivent avec 2 bouts de ficelle à faire une corde qui tient bien. Il ne faut pas rigoler avec des infrastructures, il ne faut pas s'amuser, il faut investir. Ils ont suffisamment de moyens pour pouvoir investir davantage. Mais investir dans la nouvelle technologie, dans les nouvelles techniques, certes, mais l'être humain, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y soit, il ne faut pas le diminuer. On a subi des restructurations. Sur 5 ans, j'ai connu au moins pratiquement tous les 1 an et demi, restructuration, qui visait à quoi? À diminuer le personnel sur les sites. Hello. About the new Storengy. C'est un projet ambitieux. C'est un Storengy qui bouge un peu plus, qui s'adapte, qui anticipe. Young, smart, innovative. Bonjour. Il y a une volonté de créer de façon fébrile du changement pour mettre en obsolescence
les connaissances, les compétences et l'expérience des travailleurs, pour attaquer leur professionnalité. Comme Taylor l'a attaqué en son temps, en faisant exploser les métiers, éclater les métiers en tâches élémentaires, maintenant on attaque les professionnels en mettant en obsolescence leurs compétences, leurs connaissances, leur savoir, de telle sorte à ce qu'ils soient bien obligés de se raccrocher aux procédures, aux protocoles, aux méthodologies, aux bonnes pratiques qui ont été décidées par ailleurs. C'est ça le truc, en dehors d'eux. S'ouvrir à de nouvelles technologies et puis essayer d'intégrer des nouvelles compétences. Des nouveaux métiers, plus d'initiatives, plus d'innovation, plus osé. À quoi on va faire appel alors dans la mobilisation des travailleurs? On va faire appel à leur qualité personnelle, intime, leur volonté, leur besoin, leur désir d'être reconnus, de se reconnaître dans leur travail. On va essayer d'agiter des registres narcissiques. Alors par exemple, certains jeunes s'entendent dire « étonnez-nous ». Montrez-nous qui vous êtes, de quoi vous êtes capable. Montrez-nous qu'on peut compter sur vous, que vous allez être des relais de notre philosophie et de notre pensée. C'est ça qu'on veut. Et vous allez vous faire plaisir en répondant à notre demande, parce qu'on va vous donner des primes, on va vous mettre en concurrence, non seulement avec les autres en permanence, mais aussi avec vous-même. Et le mot d'ordre, le slogan qu'on entend partout dans les entreprises, qui reprend ce que je dis, c'est « sortez de votre zone de confort ». Donc le changement, etc. Et vous allez grandir et vous allez voir qui vous êtes vraiment. International, transversal, intercultural, innovation of course. Flexible. Et voilà. Ok, bye bye. Donc à 18 ans, j'ai été embauché. On travaillait souvent, les astreintes, on ne comptait pas, on sortait. Mais par contre, on faisait ça, on va dire, de bon cœur. Et c'était vraiment quelque chose qui nous plaisait, on avait l'amour du métier. Or aujourd'hui, il y a beaucoup de collègues de travail qui ont perdu cet amour du métier parce qu'on nous a enlevé le service public et c'était la seule chose qui nous animait vraiment en fait. On allait au travail, c'était fabuleux. Parce que derrière il y avait cet attachement aux clients et même les stockeurs avaient ça en tête aussi. On l'appelait usager en plus à l'époque, rappelle-toi. C'était même pas le client, c'était l'usager. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et j'ai été conditionné, parce qu'aujourd'hui je dis le client. Comme le souligne si joliment cette publicité, le gaz assure le confort et le bien-être d'une partie d'entre nous. Cette mission est désormais confiée au distributeur GRDF, une des 4 filiales d'Engie. On est là. Nous. Mais dans cette publicité, la réalité est, disons, un peu magnifiée. Car la privatisation de 2006 a modifié les priorités de l'entreprise, mettant par là même les agents de GRDF et parfois les clients dans un décor un peu moins confortable. Monsieur, plus de gaz? Plus de gaz. Chauffage et l'eau chaude. Ah oui. Ouais. Avec un bébé. Avec un bébé, c'est compliqué. On a appelé le plombier, on pensait que c'était simplement nous, et là quand on sort, on voit tous ces véhicules, c'est assez surprenant, ouais. Donc ça vient, c'est global. Alors en fait, c'est l'ensemble du quartier qui est coupé. Je dirais ça fait 19 ans que je suis dans l'entreprise. Sur mon secteur, j'ai jamais connu d'incident comme ça. Non, effectivement. Donc là, c'est ce qu'on appelle un plan Origaz en fait, qui vient d'être déclenché par GRDF. Donc Origaz, c'est mise en place d'une cellule de crise, de déclenchement de moyens supplémentaires, tout ça afin de pallier à un événement exceptionnel comme là on est en train de vivre, puisqu'effectivement c'est quasiment la moitié des clients, des abonnés de la commune de la Madeleine qui sont sans gaz suite à cet incident. 762. D'après les premières informations, on est intervenu la semaine dernière parce qu'il y avait déjà eu un premier incident sur un poste. On avait détecté des variations de pression et donc il y a eu une intervention sur les postes, un réglage, sauf que les postes n'ont pas été renouvelés à l'instant T. A priori, là, c'est en train de se faire. Ils sont en train de changer les 4 postes de détente pour pouvoir continuer à alimenter les clients de façon stable et en sécurité. Voilà. Une coupure de gaz par elle-même, elle est très contraignante pour les usagers, mais elle ne représente pas de risque pour la sécurité. C'est par contre au moment de la remise en service que là il faut être très vigilant. Quand on renvoie le gaz, il faut qu'on s'assure qu'en tout point on sache où le gaz s'arrête et où il va, quoi.
Donc c'est pour ça qu'on est obligé de passer dans chaque habitation, auprès de chaque robinet, pour fermer tous les robinets, pour vérifier que tout soit bien fermé, que quand on renvoie notre réseau, le gaz dans le réseau, tout soit sous contrôle. Donc après je passe ce qui nous choque. Après je sais ce qui vous inquiète, hein, c'est qu'on puisse dire qu'effectivement peut-être que GRDF a une part de responsabilité, tout ça, c'est ça qui vous inquiète. Mais on ne perturbe pas leur travail, je vous assure. Si c'est France 3 ou La Voix du Nord ou je sais pas qui les filme, vous les appelez pas pour leur dire que ça vous inquiète. Ça marche. Merci, bonne journée à vous. Jérémy, c'est qui là? Ça c'est l'adjointe du directeur qui me dit, qui conclut en disant on en reparlera certainement. Voilà, elle s'inquiète de l'image que ça peut avoir sur GRDF. Alors effectivement, le sujet est assez sensible, l'image de GRDF en ce moment avec l'incident de la rue de Trévise de Paris, malheureusement. Donc je pense qu'effectivement, ils sont inquiets. Parce que nous, notre but premier, même si on dit que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas totalement la faute du hasard, le but premier aussi de l'intervention, c'est de montrer l'importance du service public du gaz, de montrer qu'il y a toujours des hommes qui sont prêts à se démener et à être au service du client et à faire tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir rétablir les gens au plus vite et tout en restant en sécurité. Les réorganisations incessantes ont fait que le maillage territorial il a été revu avec la présence d'agents d'intervention de sécurité gaz et qui fait qu'au bout du bout, on est un peu moins performant, je dirais même de moins en moins performant en termes de rapidité d'intervention. Et puis une fois qu'on est là, il faut aussi, les pompiers sont obligés aussi de regarder un petit peu avec nous. Ça prend un peu plus de temps et en parallèle, ils ont de plus en plus d'interventions assurées. Donc là, on arrive aux limites du système et nous, on remet carrément en cause comment est compté. On a un contrat de service public qui a été signé entre GRDF et l'État qui explique qu'on doit intervenir dans l'heure. On n'a rien commencé, on arrive sur place dans l'heure, dans au moins 95% des appels pour intervention de sécurité gaz. Actuellement, on est à 99, en moyenne, au niveau national. On émet de forts doutes sur la réalité de ce chiffre, parce que s'il y a plein d'interventions, et je pense notamment en région parisienne, où on n'est pas sollicité, donc on ne teste pas la chaîne d'intervention correctement, et forcément les résultats sont biaisés. Ah ouais, donc là, il y a le tuyau, il passe dessous, là. Quelle profondeur Voilà, il est à 1 mètre, normalement, il est à peu près à 1 mètre. Pour vous donner un ordre d'idée, on a eu un incident très grave il y a quelques années à la rue Pessonnel. Et, à Marseille oui, à Marseille. Et on avait 2 réseaux 4 bars qui avaient pété. C'était des tuyaux en 200 mm de diamètre. Et la flamme, elle dépassait les immeubles de 8 étages. C'était une fuite enflammée, oui. Ouais, donc du canalisé, donc, sur du 4 bars. Donc on imagine le 20 bars. Le 20 bars, il y a eu déjà des canards arrachés en 20 bars. Les couloirs aériens des avions, ils sont détournés quand il y en a au-dessus. Et là, c'est là. Voilà. On tombe sur le 20 bars. Là, ici, donc, on a le 20 bars qui passe et le 4 bars. Il y a 2 réseaux ici qui passent. Voilà, donc ils passent là-dedans. Et ensuite, ici, les escaliers descendent. Et lui, par contre, là, la MPC, elle sort de sous la terre. Elle n'est pas enterrée ici. Elle passe en apparent dans ce sorte de bloc en béton qui est censé protéger le tuyau, quoi. Mais là, on voit les blocs en béton qui sont posés sur le canal. On voit dans l'état que le truc qui est censé protéger le réseau de gaz, quoi. Il est posé dessus. Ça, c'est pas costaud, et ça fait des années qu'à chaque fois qu'on vient le visiter, on fait remonter que l'état de ce bloc béton, il est pas terrible. Moi, je trouve que c'est assez dangereux de laisser ça dans une ville de millions d'habitants. Je pense que la dame qui passe, elle n'est pas au courant. Non. Vous savez ce qu'il y a dans ce tuyau, madame? Je sais pas, je pense qu'il doit y avoir de l'eau. Non. C'est du gaz. Ah bon, sans blague. Ouais. Là, ça, c'est du gaz. Normalement, les gens n'ont pas le droit de toucher à des ouvrages comme ça, quoi. Et là, ils peuvent. Voilà, normalement, ça ne doit pas être accessible. Nous, on milite pour qu'il y ait de plus en plus d'investissements en termes de maintenance, renouvellement des réseaux. Alors, on ne dit pas que rien n'est fait, mais ce n'est pas à la mesure des enjeux. Il faut investir plus, parce que tout ce qui remonte au groupe,
Pour vous donner un chiffre, hein, le résultat net de GRDF en 2018, c'est 589 millions. Une fois qu'ils ont tout payé, les impôts, tout, il reste 589 millions d'euros sur 3,5 milliards de chiffre d'affaires. C'est pas mal, hein. Et ils ont remonté 970 millions. C'est-à-dire plus que le résultat, presque 2 fois le résultat, parce que Engie tape dans la caisse, hein, dans les fonds propres, hein, en termes de remboursement de primes d'émission. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça y va à pleine main, quoi. Hein. Donc ces ressources, ces 970 millions qui remontent au groupe, c'était un peu plus d'1 milliard en 2017, hein, donc c'est pas fini l'affaire. Hein. Ce sont des ressources financières qui ne sont pas dans les investissements pour l'avenir, qui ne sont pas dans le développement où on pourrait faire plus, qui ne sont pas éventuellement dans les salaires, qui ne sont pas dans la recherche et développement notamment. Le blues, fait beaucoup de monde chanter blues, un faux move, tu te retrouves dans un tas de boue. Pour lui que parfois la justice fait erroner, c'est pour lui que les écoliers trop pressés laissent tomber, c'est lui qui attire les salopes et les faux. Décidément, ces nouvelles filiales d'Engie ne cessent de raconter des belles histoires à travers de nombreuses vidéos de communication. Ici, des salariés d'LNG fêtent joyeusement les soi-disant 50 ans de leur entreprise, qui en réalité n'a que 10 ans. Car Gaz de France, l'ancien service public du gaz, n'avait pas attendu la privatisation pour installer des terminaux méthaniers dans le sud et l'ouest de la France. Par contre, depuis cette fameuse privatisation, la réalité quotidienne des salariés d'LNG n'est pas forcément devenue un long fleuve tranquille. Quand on rentrait dans l'entreprise, en fait, on nous apprenait la chaîne gazière. Donc de la partie exploration, production, terminaux méthaniers, le transport et jusqu'au client. Donc on apprenait la chaîne entière et on voyait, on comprenait notre rôle dans cette chaîne. Donc on s'est retrouvé d'une boîte nationale de, je ne sais plus combien de bonhommes, 40 000 bonhommes, à 400, une petite filiale finalement familiale de 400 personnes. Et avec ça, nos métiers ont changé également. Tout a changé parce que le marché a changé, on a vraiment été balayé en 10 ans. C'est vrai que tu le disais, il y a un après, un avant, c'est impressionnant. Et même dans le fonctionnement de nos terminaux, parce qu'avant, on ne faisait que de l'émission sur le réseau. Maintenant, la fonction première, c'est faire du pognon, en fait. C'est-à-dire que la sécurité d'approvisionnement, qui était notre cœur de métier, la sécurité d'approvisionnement du pays, n'est plus du tout inscrite dans notre ADN. Aujourd'hui, pour LNG, la sécurité d'approvisionnement, c'est plus l'ADN d'LNG. L'ADN d'LNG aujourd'hui, c'est de faire du business. Donc voilà, donc à court terme, le gaz naturel, on est plus dans une tendance baissière, et à long terme, les perspectives sont effectivement très intéressantes. On a vu un bateau partir une fois, être rechargé ici, partir faire un rond dans l'eau, essayer d'être vendu, finalement ils n'ont pas trouvé de clients, il est revenu, on l'a redéchargé. Aujourd'hui, le gaz, à l'état liquide, est devenu un outil de spéculation comme peut l'être le brut. Voilà. Aujourd'hui, on peut être amené à... Il faut savoir que pendant cet hiver, alors qu'on a eu des périodes très froides, on a eu des terminaux à l'arrêt. Chose qui n'arrivait jamais, je dis bien jamais, au début des années 2000. Voire dans les années 90, dans les années 80. On arrêtait un terminal, c'était pour les travaux, ou parce qu'il y avait un incident technique. Un terminal méthanier, il était là pour émettre sur le réseau. Enfin, vraiment, c'est le marché dans lequel on est, où ça n'a ni queue ni tête finalement, et nous on est complètement déboussolés par rapport à ça. De toute façon, voilà, on est en réorganisation permanente, surtout ces dernières années. On a l'incertitude sur un site, donc ce qui fait qu'il n'y a quasiment plus de nouveaux arrivants, où les nouveaux arrivants sont sous forme de contrats précaires, de CDD, de CDI intérimaires, et effectivement beaucoup plus de sous-traitance. Donc tout ça fait qu'en fait, par rapport à côté des niveaux de sécurité qui doivent toujours être plus élevés, on a l'impression des fois d'être complètement déconnecté. On a une sécurité qui est quand même très papier, très procédurier, et qui des fois finalement l'est tellement qu'on est obligé de faire des dérogations à droite à gauche pour réduire ce niveau et pour pouvoir rentrer dans les cases. Depuis 2009, donc date de la filialisation de notre entreprise, on a perdu 10% de l'effectif.
Donc c'est quand même assez conséquent. On a également revu les budgets de maintenance, en étalant les durées. Alors on nous explique qu'avant on faisait de la surqualité, que ce n'est absolument pas nécessaire. Enfin bon, on essaie de nous faire passer des vessies pour des lanternes, bien sûr, mais tout ça, ça a des conséquences, donc à la fois sur les conditions de travail des salariés, mais aussi sur leur état psychologique. On sait que la monnaie peut tourner, faire ta renommée. Et ça prend plus trembler pour voir l'état mental se rénover. J'suis en train de spotter la bouse enrobée de rouge et de violet, monter sur une bête cornée avec des tontés bombés sur son front et GRT Gaz est le 4e des anciens services de gaz de France saucissonnés lors de la privatisation du service public. Sa mission est de transporter sur tout le territoire le gaz qui arrive des frontières. GRT Gaz se doit de remonter, comme ses petites sœurs, Storengy, LNG, GRDF, de confortables dividendes à sa maison mère, Engie. Et qui dit dividende, vous l'avez bien compris, dit hélas, fortes conséquences néfastes pour les salariés et les usagers. Donc là je vais parler comme un vieux gazier. Je suis rentré moi en 93 dans l'entreprise. Typiquement ce que vous voyez derrière, on faisait 4 essais de fonctionnement par an. C'est-à-dire qu'on essayait les sécurités 4 fois par an. Maintenant on ne fait plus qu'une fois. Voilà. En 20 ans on a divisé par 4 le nombre d'interventions sur ces postes. On faisait des révisions, ce qui s'appelle, c'est-à-dire qu'on démontait un poste comme ça, on le démontait en pièces détachées sur une table et on le remontait pièce par pièce. Maintenant, tout ça c'est fini. Les révisions on n'en fait pratiquement plus. Des essais on en fait beaucoup moins qu'avant. Alors peut-être que le matériel a évolué, etc. Mais enfin ça suffit pas. On a encore du matériel qu'à 20 ans sur certains postes. Après il y a alors aussi ce qu'on appelle la reconnaissance pédestre. Donc ça en l'occurrence on marchait à pied. Voilà, nous, typiquement sur la Loire on a 500 km de réseau à peu près. On faisait 500 km à pied pour vérifier l'environnement, voir s'il n'y avait pas eu des travaux sur la canalisation, voir s'il n'y a pas une maison qui s'était construite trop près, etc. Typiquement sécuritaire. Les affaissements de terrain, quoi. Enfin tout ce qui peut mettre en danger la sécurité de nos installations. Maintenant on le fait qu'une fois, on fait 10% par an, donc le calcul est vite fait, hein. Ça fait une fois tous les 10 ans, on marche sur la canalisation. C'était un moyen déjà de s'approprier le réseau, de bien connaître le réseau, ou passer les tubes, tout ça. Maintenant c'est tout à la va-vite, quoi. Il faut alors, certes il y a les GPS qui nous aident à nous y retrouver, mais c'est toujours à la va-vite, sans connaître vraiment l'environnement, et toujours plus vite, quoi. Alors effectivement, pour l'instant, on n'a pas de gros incidents et notre direction peut nous dire, écoutez, vous avez vu le REX, hein, comme ils disent, hein. On n'a pas d'incident, donc ça suffit bien. Le retour d'expérience. Le retour d'expérience fait que on n'a pas eu d'incident. Une fois tous les 10 ans, c'est largement suffisant. L'avenir nous le dira. Peut-être qu'ils ont raison. J'espère qu'ils ont raison. Par contre, on peut en douter. Pour faire le schéma clair, on a à peu près 800 personnes aujourd'hui qui sont d'astreinte dans le pays. Et on a, je sais plus, un peu plus de 200 roulements d'astreinte permanents, 7 jours sur 7, H24. Les astreintes, elles servent à quoi? Alors les astreintes servent à intervenir sur des postes comme celui de derrière, sur le réseau, enfin, sur d'autres installations industrielles, en cas de problème ou de panne, etc. D'un point de vue curatif, voilà. Et en cas de gros incidents, s'il y a un gros incident. Et aujourd'hui, le souci que l'on rencontre, c'est que, avec la direction, c'est qu'au nom de vouloir moderniser l'astreinte, c'est s'attaquer à la dimension purement et simplement des équipes, de l'effectif des équipes, de diminuer ces effectifs-là, donc aussi au quotidien dans le cadre de la maintenance des installations, et au-delà de ça, d'avoir des personnes qui sont d'astreinte sur un territoire un peu plus grand. Aujourd'hui, on est en train de vous expliquer que finalement, vous ne prenez pas plus de risques à intervenir tout seul, dans un premier temps, j'allais dire de mettre en place tout seul des mesures de sécurité, un combat, un périmètre de sécurité assez énorme. On vous demande de vous reposer sur les pompiers. Je ne reviendrai pas sur le professionnalisme des pompiers. Vous savez très bien que les pompiers sont de grands professionnels, mais le gaz, c'est pas leur métier. Mais tout ça pour vous prouver qu'il y a quand même des compétences chez nous qui existaient. Et aujourd'hui, ces agents-là, ils ont peur de les perdre. Et ils ne peuvent pas s'en plaindre. Ils ne peuvent pas aller crier à la population qu'on est en train de mettre leur sécurité en danger et la leur.
La finalité de notre travail, c'était que l'usager, un terme qui n'existe plus d'ailleurs, on parle de client maintenant. Nous, le terme usager, le terme service public avait une valeur pour nous. Voilà. C'était notre valeur, notre façon d'être, et c'est pour ça qu'on travaille dans ce genre d'entreprise. On ne cherchait pas forcément le salaire, etc., les conditions de travail qui étaient toutes faites, toutes réunies pour qu'on ait un environnement où on pouvait s'épanouir dans son travail. Maintenant, le terme usager, on dit des clients, la spéculation, on n'entendait pas parler. Nous, ce qu'on voulait, c'est passer du gaz le moins cher possible dans nos canalisations en sécurité. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, on passe du gaz pour faire de l'argent, pour remonter des dividendes aux actionnaires. La finalité de notre travail est complètement différente, effectivement. De lui, les groupes un jour se séparent en deux. D'un bord, ils finissent par dire on s'en sort sans eux. Des loups sans yeux, ils se mangent entre eux. Perçu comme dangereux, c'est lui qui cause l'hypocrisie et la peur de jouer franc jeu. Le service public du gaz, ça peut se décliner également en une jolie histoire qui appartient hélas aujourd'hui au passé. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps que cela, dans une charmante bourgade mondialement connue pour son abbaye, nichée au cœur de la région Bourgogne. Ici à Cluny, en 1988, il y avait une station d'air propané. Donc c'était une station propane, donc avec des grosses cuves bonbonnes de propane, dont les camions venaient dépoter. Voilà. Donc il n'y avait pas d'alimentation au gaz naturel. Donc en 1988, le gaz naturel est arrivé depuis le stockage souterrain d'Étretat, donc 90 km environ d'ici. Les travaux ont pris pratiquement 1 an et demi de préparation pour préparer l'arrivée du gaz naturel effectivement à Cluny. Ça a coûté très cher aux usagers, ils ont une facture qui a augmenté énormément. Justement, les usagers dans le cadre du service public n'ont rien eu à payer du tout. Même la conversion de leurs appareils était prise gratuitement en charge par Gaz de France. C'est-à-dire ? Parce qu'on passait d'appareils qui fonctionnaient au propane, à l'air propané, avec des appareils qui fonctionnaient au gaz naturel. Donc il fallait changer les injecteurs, convertir certains brûleurs, etc. Et donc changer certains appareils. Et normalement, donc l'usager ne payait rien, tout était pris en charge par Gaz de France à l'époque. Voilà. Gratuit ? Oui. Voilà. C'est une autre époque quand même, non ? C'était l'époque du service public. On était bien reçus parce qu'en plus, je pense que dans les foyers, on amenait un confort supplémentaire. On amenait une énergie qui était sensiblement plus propre. Et puis on amenait aussi d'autres conforts et d'autres utilités, d'autres utilisations du gaz, aussi bien pour les usages, les ménagers, et puis aussi pour les entreprises, PME, etc. Voilà. Et puis on se sentait utile à la population. On amenait un service et des usages à la population. Ce que j'ai pu analyser, c'est la façon dont les travailleurs de ces services publics se sont emparés de cette logique, de cette question, se sont appropriés cette idée de on travaille pour le bien commun, on travaille pour ce qui fonde la cohésion sociale et politique, ce qui fonde une démocratie aussi. On donne accès en toute égalité. C'est ça, et continuité à la population, on donne accès à un certain nombre de droits. Quand je saisis, ça fait ciao. Et quand je fais frire, ça fait pshhh. Puis alors là, quand je fais rôtir, ça fait chut. Ah oui, j'aime bien. J'aime bien. Gaz de France, le choix de la qualité. Rapidement ce que les autres s'aiment. Audiovisuel témoin, vu comme un crétin qui vole les biens d'autrui et bien, mais à part les miens, mon esprit cartésien. C'est le mariage économique le plus médiatique de cette rentrée. GDF et Suez vont fusionner pour donner naissance au numéro 3 de l'énergie dans le monde. Les conseils d'administration de Suez et de GDF se sont réunis ce soir pour mettre au point les modalités d'accord prévoyant la fusion des deux entreprises pour former un géant européen de l'énergie, le 4e de la planète. La voici, cette poignée de main. Après 18 mois d'hésitation et de tractation, Gaz de France et Suez deviennent GDF Suez, premier groupe gazier d'Europe, 3e du monde. Et oui, c'est avec enthousiasme et admiration qu'une bonne partie de la presse fête en ce mois de septembre 2007 la fusion entre Gaz de France et Suez, l'ancêtre d'Engie, autrement dit, mais ce n'est pas dit de cette façon-là, la mort du service public du gaz. Une annonce bien relayée par les mentors d'une information, disons, quelque peu partiale. Un GDF laissé à lui seul sur le seul marché national
se serait progressivement replié et rabougri sur le marché local, et de plus, ces positions auraient été entamées par des concurrents puissants. La privatisation de GDF est compensée un peu par une nationalisation partielle de Suez. La nouvelle entreprise privée GDF Suez voit donc le jour en septembre 2007. Mais la mort de l'entreprise publique Gaz de France découle d'un long processus qui remonte bien avant, à la fin des années 80, dans le cadre d'une Europe libérale. L'histoire de la déréglementation du secteur de l'énergie nous rappelle une vérité peu répandue publiquement. Le capital sait faire fi du Parlement, des lois, des décisions démocratiques pour passer en force ses propres intérêts. Les entreprises, les directions d'entreprise, elles, et puis les pouvoirs politiques, commencent à anticiper en fait, et ils commencent à dire en fait faut se préparer à l'avenir, faut devenir rentable, faut se lancer dans la commercialisation d'un certain nombre de choses. Ça commence très tôt, hein. Ça commence à la fin des années 80, la question des plans stratégiques, l'ouverture à d'autres marchés, etc. Je crois que la forme juridique de l'entreprise Gaz de France aujourd'hui ne permet pas la pérennisation de l'entreprise. Par conséquent, je préconise, moi, que la forme juridique de l'entreprise change de manière à ce que l'ouverture du capital soit possible et que rentrent dans le capital de Gaz de France un certain nombre des grands partenaires de demain. Les entreprises publiques ont tellement anticipé les directives que, en fait, c'était aussi un prétexte, c'était aussi un argument pour les politiques de dire non, mais les entreprises, elles sont déjà dans la concurrence, donc pourquoi on ferait pas les directives, on ferait pas les lois. C'était un enjeu de l'élection présidentielle. La fusion entre Suez et Gaz de France vient d'être repoussée après le scrutin par le Conseil constitutionnel. Le rouleau compresseur libéral va pourtant connaître quelques ratés. Entre l'annonce de la fusion et sa réalisation, plus de 18 mois vont se passer, marqués par une guérilla syndicale. Il ne nous paraît pas inutile aujourd'hui, alors que le marché est en passe de triompher et que le pillage du service public, en grande partie réalisé, de rappeler la résistance à ce rouleau compresseur. Et ce grain de sable judiciaire risque bien d'empêcher la naissance d'un nouveau géant européen de l'énergie. En France, l'actualité est marquée par le délai imposé par la justice à Suez et Gaz de France pour fusionner. Saisi par les syndicats, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que GDF n'avait pas assez consulté, comme le prévoit la réglementation, ses salariés sur ce projet de fusion. Le processus pourrait être retardé de plusieurs mois, voire annulé. On a réfléchi collectivement donc au niveau de la fédération et on a obtenu qu'on fasse une action juridique, une saisine du tribunal du commerce pour non-information au conseil d'administration, pour refus d'information. Et ça a marché. Voilà. Et ça a marché. Et là, ça a été extraordinaire, puisque à ce moment-là, ça mettait en difficulté l'entreprise. C'est la première fois que les administrateurs dans une société commerciale mettent en difficulté leur président, quoi. Je veux dire, voilà, c'est une jurisprudence énorme. En fin d'après-midi, un conseil d'administration a bien eu lieu à GDF. Le groupe a réaffirmé la pertinence du projet de fusion. Pour les administrateurs salariés, le gouvernement met la pression sur Gaz de France. C'est en voulant aller trop vite qu'il a perdu la face. Donc le gouvernement, il aurait plutôt intérêt à réfléchir comment aujourd'hui ne pas privatiser Gaz de France et trouver d'autres solutions. La bataille politique qu'on a menée nous en tant que syndicalistes, c'est-à-dire de créer les conditions de casser ce rouleau compresseur. Et on a réussi, c'est ça qui est important, puisque le personnel, y compris parce qu'on était organisé avec des syndicats très forts partout en France, la CGT représente plus de 50% du personnel, et avec beaucoup de militants, c'est ça qui a notre force, y compris, et moi j'insiste beaucoup, sur l'encadrement. C'est-à-dire qu'on avait une fédération et des syndicats d'encadrement qui permettaient de résister à et de pouvoir diffuser nos informations, etc. Depuis 9 mois, en effet, le projet de fusion entre Suez et GDF avait surmonté bien des obstacles. On a fait notre job. On a mis sur la place publique, on a fait des communiqués, on a mobilisé les salariés, on est allé voir les élus. On a fait tout notre travail de syndicaliste dans l'intérêt général du service public. Mais là, voilà, à quelque chose près, et effectivement, la crise qui est arrivée ensuite, peut-être que la fusion n'aurait pu avoir lieu.
Les syndicalistes ont en effet fait leur job, mais faut-il rappeler que le rapport de force n'était pas du tout en leur faveur ? Dans les années 2000, des financiers ont en effet jeté leur dévolu sur le service public Gaz de France. Des milliardaires, comme le Canadien Paul Desmarais et le Belge Albert Frère, qui plus est très proche de l'homme politique français le plus puissant de l'époque, Nicolas Sarkozy. Albert Frère, peu connu du grand public, est pourtant un des financiers les plus actifs dans l'économie française. Oui, enfin dans le cas de Sarkozy, si on avance rapidement, il y a quand même un élément très important, c'est qu'en fait en 2004, il fait la loi, hein, c'est lui qui est le ministre de l'économie, donc il fait la loi qui change le statut juridique d'EDF et de Gaz de France. Il promet la fameuse phrase, il promet que jamais ce sera privatisé. EDF, GDF ne sera pas privatisé. Et que l'État restera au-dessus de 70%. D'accord, du capital. Quelques années plus tard, donc, il est élu président de la République. On ne sait pas d'ailleurs si il va finalement relancer ou non la privatisation de Gaz de France, hein, puisque la privatisation de Gaz de France, du fait de l'action notamment du Conseil sup et du Comité européen, est au point mort. Et en fait, effectivement, via ses camarades Desmarais et Albert Frère, qui sont actionnaires de référence de Suez, finalement, il nous annonce à l'automne 2007, donc quelques mois après son élection, qu'il va faire la privatisation. Avec Catherine Legage, on émet l'hypothèse dans le livre que, en fait, quand on regarde la traversée du désert de Sarkozy, il va se réfugier au Canada dans le domaine de chez Desmarais. Quand on voit comment Albert Frère, devient une sorte de parrain pour Nicolas Sarkozy aussi, et puis Dominique de Villepin, on voit ces hommes, avec ces milliardaires, avec cet aspect un peu bonhomme, de devenir les amis de ces politiques-là, les chouchoutés, etc. On se dit, il y a une amitié qui naît, ils sont libéraux, enfin c'est des gens de droite, donc ils sont amis entre eux, pourquoi pas, quoi. Mais nous, on émet l'hypothèse que Frère et Desmarais sont bien plus malins que les Sarkozy, Villepin et compagnie, et que dès le départ, s'ils font tout ça, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont se faire énormément d'argent grâce à Gaz de France, quoi, et qu'ils vont faire cette culbute, quoi, parce que quand même, ils vont gagner 3 milliards en 6 mois, quoi, en gros. Albert Frère, représentant du grand capital, deuxième fortune de Belgique, 6,3 milliards de fortune, une fortune bâtie sur le vol de l'État, sur le recours aux paradis fiscaux, sur la vente des fleurons belges à l'étranger. On a appelé ce bouquin « Les prédateurs des milliardaires contre des États, leur rapacité face à nos lâchetés ». Et leur rapacité, en fait, elle est flagrante. Donc on voit bien, quand on dit leur rapacité, c'est évidemment celle de ces milliardaires, mais c'est un peu aussi celle des politiques. Mais les politiques, en fait, sont les jouets de ces gens-là. Et Frère et Desmarais, on les a étudiés dans d'autres lieux, par exemple au Brésil, par exemple dans l'affaire Areva, par exemple. On voit qu'ils fonctionnent toujours de la même manière. Ils ont une cible. Là, la cible, c'était Gaz de France. Et ils se disent comment on fait pour y arriver. Et ensuite, ils mettent en place un processus. Ils savent que la poule aux œufs d'or est là. Et leur stratégie va consister, comme ils ont de la trésorerie, mais ils ne vont pas brader leur truc pour acheter Gaz de France, ça serait trop grossier, c'est pas comme ça qu'ils font. Donc ils ont soudain une deuxième cible, parce qu'ils ont besoin de cette deuxième cible pour capter l'autre. La deuxième cible, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Et ils ont des hommes à eux dans ces appareils, à des petits niveaux ou à des hauts niveaux. On va dire c'est comme des agents dormants, quoi. Mais ils en ont partout comme ça. Ils en ont au Brésil à Petrobras, ils en ont chez Areva, ils en ont tout ça. Et comme ils ont plein d'argent, ils s'en foutent, ils payent et ils attendent d'avoir une opportunité. Là, une des opportunités, c'est la vente de Quick. C'est-à-dire que des frères se disent, Quick, je vais le vendre. Il essaie de le vendre 300 millions d'euros sur les marchés en 2004-2005. Enfin, il n'y arrive pas, parce que c'est très cher. Et c'est très cher, il n'y a pas de clients. Dans la restauration, les gens savent que ça ne vaut pas cet argent-là. Et là, c'est là où il y a un tour de passe-passe, c'est-à-dire que, par miracle, 16 mois après ne pas avoir réussi à la vendre 300 millions, ils vendent Quick 760 millions, avec les intérêts, tout ça, ça fait 800 millions. Donc ils font 500 millions de plus que ce que le marché ne voulait pas acheter, ce qui est énorme. Et à qui ils le vendent ?
ils le vendent à la Caisse des dépôts. C'est-à-dire que la Caisse des dépôts va servir de caution. Il y a toute une manip qu'on raconte dans le livre, mais qui est énorme, parce que c'est de l'argent public quand même qui sert de caution et tout. Alors les mecs te disent aujourd'hui, oui, mais on n'a pas perdu d'argent parce que, mais bien sûr qu'il y a de l'argent qui a été perdu, bien sûr que des gens se sont enrichis. Donc, et le blé de cette revente, elle va dans les poches de qui ? Elle va dans les poches de Frères et dans les poches de Desmarais. Avec cet argent-là, c'est avec cet argent-là qu'ils rachètent, qui remontent dans le capital de Suez et qui vont capter Gaz de France. Voilà, en gros, c'est cette manip, quoi. Et les politiques ferment les yeux, le ministère des Finances ferme les yeux, et il n'y a pas d'enquête. Pourquoi est-ce qu'on assiste à un vol ? Parce que pendant une période historique, on a considéré que cette propriété de l'énergie devait être publique pour répondre à des besoins sociaux, pour, avec une vision du bien commun, de l'énergie comme nécessaire à la satisfaction des besoins sociaux, et donc qui doit être dégagée des logiques marchandes et spéculatives. Ce n'est pas dans la presse française de l'époque que l'on va entendre cette histoire de la privatisation de Gaz de France. Les présentateurs vedettes ou les journalistes bien polissés tricotent tout au contraire un solide écran de fumée. Alors Nicolas Sarkozy s'est impliqué totalement pour que le nouveau groupe se recentre sur l'énergie, que l'État n'ait rien à débourser et garde une minorité de blocage. Ainsi, la privatisation de GDF est compensée un peu par une nationalisation partielle de Suez. Suez et Gaz de France ont officialisé aujourd'hui leur union, une fusion qui n'aura pas de répercussions sur les prix du gaz. C'est en tout cas ce qu'a affirmé l'actuel. Depuis la privatisation de GDF, le prix du gaz non seulement n'a pas stagné, ni même augmenté, il a littéralement explosé de 80%, alors que le prix de la molécule de gaz a été durant la même période divisé par 3. Ce sont donc les usagers et les salariés unis dans la même galère qui alimentent les dividendes remontés aux actionnaires. Et pourtant, sur 10 ans de la privatisation, donc de la fusion-privatisation à l'année dernière, GDF Suez, donc maintenant Engie, a versé 41 milliards de dividendes et il a fait un résultat cumulé de 16 milliards. Ouais, c'est éloquent ça, c'est les chiffres qui parlent. Et le tiroir caisse de Gaz de France, c'était 18 milliards, donc vous additionnez. Engie regarde combien on doit donner comme dividende à l'actionnaire et après ils font le compte à rebours. Et tous les ans on doit faire des gains de productivité sur les salariés, tout ça pour faire une politique à peu près constante. En fait, vous voyez, c'est à peu près une ligne constante. Quel que soit le résultat de l'entreprise, les dividendes versés aux actionnaires sont toujours très hauts. Les prédateurs, pour reprendre l'expression de Denis Robert, ne se sont pas contentés de ramasser le jackpot lors de la fusion de GDF et de Suez. Tout au long des années 2010, les fameux dividendes remontés aux actionnaires sont en partie tombés dans les poches d'Albert Frère et de Paul Desmarais. Il suffit d'aller fouiner un peu dans le fatras d'Internet pour trouver des preuves. Prenons par exemple le rapport financier annuel 2010 du groupe Bruxelles-Lambert, la société de portefeuille des 2 milliardaires. Rendons-nous à la page 13 et remarquons dans le tableau Cash Earnings, en français gain en espèces, la ligne GDF-Suez relative aux dividendes nets des participations. 257,7 millions d'euros en 2009, 175,9 millions en 2010. Prenons le rapport de 2012 et là encore, on constate de confortables dividendes. 175,8 millions d'euros en 2011, la même somme en 2012. Mais à un moment donné, si tu veux, ça répond d'une manière très claire et plus qu'énervante à la question pourquoi un pays aussi riche que le nôtre produit autant de pauvreté. Eh bien, il produit cette pauvreté évidemment parce qu'il y a des prédateurs, mais surtout parce qu'il y a des hommes politiques et des hauts fonctionnaires corrompus et compromis. L'argent, mercenaire païen, qui fait preuve de beaucoup de bravoure. Vivant dans le luxe comme Crésus, ayant une Lexus pour Vénus. Plus roulant à Taurus pour que les gros luches le trouvent robuste. On le remarque à chaque arrêt d'autobus, ceci pas du fric. On le voit manger dans ce restaurant chic. Good Morning Business, Stéphane Soumier. Et donc Isabelle Kocher, la patronne d'Engie, est avec nous. Bonjour Isabelle Kocher. Bonjour. Et j'ai enfin pris la mesure hier de ce que vous vouliez faire au cœur d'Engie. Alors je vais peut-être aller un tout petit peu trop loin, mais en fait en regardant l'ensemble de ce que vous déclarez, de ce que vous faites depuis maintenant, combien de temps vous êtes à la tête du groupe Isabelle Kocher ? 4 ans. Ouais, c'est ça, depuis maintenant 4 ans. Je me suis dit en fait elle veut arrêter de nous vendre du gaz. En fait, on va vendre un service.
On va vendre un service, il y aura peut-être du gaz dedans, mais on va vendre un service de plus en plus. Décidément, on vit une époque formidable. Pour tout un chacun, Engie, héritier du service public du gaz, est censé nous livrer du gaz pour nous chauffer, pour cuisiner. Mais non, c'est fini. Enfin, selon sa directrice générale. Accrochez-vous bien. Engie, demain, voudrait organiser, manager toute votre vie dans un projet paradisiaque. Mais n'ayez pas peur, Engie vous veut du bien. Ne veut que vos biens. Depuis 9 ans déjà, je vis dans un Eden Building. Et je ne changerai pour rien au monde. Un bouquet de services complets. Garderie, conciergerie, salle de sport, plat cuisinier diététique, des salles de mobilité pour voyager sans bouger, une annexe de mairie, un Engie Park avec jardin suspendu à énergie verte. Votre business aujourd'hui, Isabelle Kocher, c'est quand même d'abord de vendre du gaz aux particuliers français. C'est quand même ça qui fait le cœur du chiffre d'affaires d'Engie encore aujourd'hui. Non, Stéphane, là pour le coup, la réalité est très différente. On achète du gaz à des producteurs de gaz russes, algériens, par exemple, et on le revend à des consommateurs français. Mais c'est une toute petite partie de notre activité. La plus importante partie de notre activité, elle est d'abord plutôt auprès des entreprises et des États, plus généralement, et elle est de plus en plus de leur vendre un service. Le discours de Kocher, en fait, derrière, il y a en fait l'idée qu'il y aurait une ubérisation de l'énergie. En fait, il y a un courant, alors on ne sait pas ce qui sera réel ou pas, mais il y a un courant qui pense que l'énergie de demain, ce sera une énergie décentralisée sur la base des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, la biomasse, etc. Donc ce sera décentralisé. Et en fait, pourquoi je dis Uber ? Parce qu'en fait, tout le monde pourra être producteur, tout le monde sera consommateur, comme Uber, tout le monde peut prendre sa voiture pour conduire des gens en étant payé. Et voilà. Et voilà, donc tout le monde sera producteur, tout le monde sera consommateur. Donc c'est un monde parfait, c'est le schéma classique des grandes réalisations autour de l'informatique et d'Internet, que ce soit le Google, Uber, Blablacar, etc. Enfin tout le monde, c'est un monde associatif, de coopération. Mais en fait, pourquoi les grands opérateurs s'y intéressent ? C'est parce que derrière, dans l'histoire, il y en a toujours un qui gagne. C'est celui en fait qui met en relation ceux qui offrent et ceux qui payent. Et donc, qui c'est qui fait du pognon sur la production, le transport de passagers individuels ? C'est Uber. Qui c'est qui fait du pognon sur les autostoppeurs ? C'est Blablacar. Qui c'est qui fait du pognon sur l'information ? C'est Google. Sur Airbnb. Voilà, c'est Airbnb, etc. Et donc là, derrière, il y aura l'idée que finalement, il faut quand même équilibrer tout ça et que celui qui détient le réseau et donc ce qu'on appelle le réseau intelligent, celui qui a les logiciels pour équilibrer les charges, c'est celui-là qui va faire le pognon. Et aujourd'hui, donc tout est affaire de slogan. Par exemple, pour les solutions intégrées, on parle as a service, ils appellent ça comme ça. Voilà, en anglais, c'est l'expression qui est à la mode aujourd'hui et qu'on retrouve dans tous les documents de l'entreprise dès qu'elle nous parle de transition énergétique. On le voit aussi. Par exemple, alors on est une entreprise internationale, mais au point que lorsque la direction communique, elle communique en anglais et ensuite en français. Ce qu'on a dit hier, c'est qu'on allait devenir le leader mondial de la transition zéro carbone as a service. Et en fait, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Ça veut dire quoi, as a service ? Parce que c'est là où... Les entreprises... Eh bien non, Stéphane. Décidément, tu n'es pas au jus. On va te dire ce qu'il y a derrière le slogan as a service. Pour ça, nous sommes allés dans la banlieue parisienne, à La Courneuve très exactement. Depuis plusieurs mois, des militants CGT ont réouvert une des dernières agences clientèle fermées par les nouveaux opérateurs de l'énergie. Le but de l'opération ? Répondre à la précarité énergétique d'une population bien loin des Eden Building, des vidéos de communication d'Engie. Près de 12 millions d'usagers rencontrent en effet de grandes difficultés pour payer leurs factures de gaz ou d'électricité.
En mars 2020, vous allez recevoir une facture de régule. C'est-à-dire, si vous avez payé trop, on vous donne de l'argent. Si vous avez payé pas assez, vous leur devez de l'argent. Donc d'ici mars 2020, vous n'allez pas recevoir de facture à la maison. D'accord ? Il n'y aura que ça. Merci. Ok madame. De rien, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Le médiateur de l'énergie ne sait plus où donner de la tête. Jamais il n'avait été confronté à autant de recours. Oui, c'est une info que vous nous révélez ce matin, Maud Descamps. Les signalements ont explosé en un an, plus 30%. C'est tout simplement parce que nous sommes plus attentifs à nos factures. Si c'est possible d'annuler là, ces 2 chèques, il les déchire et vous gardez l'avoir qu'il a pour ses prochaines factures. Parce que du coup, il a 355 € d'avoir. En fait, c'est EDF qui leur doit de l'argent. Donc EDF leur fait 2 chèques, sauf que comme ils n'ont pas de compte bancaire, ce qui peut arriver, et ben ils sont dans l'impossibilité d'encaisser. Et avant, dans les accueils physiques, tu vois, on avait du liquide. Et donc, quand il y avait des gens qui étaient dans cette situation-là, on pouvait leur donner directement le liquide. C'était la proximité, on s'adaptait, j'allais dire, aux besoins des usagers. Maintenant, c'est aux usagers de s'adapter aux besoins privés de l'entreprise, preuve en est. On a déshumanisé un certain nombre de services. Et dans ce cas-là, eh bien, on ne trouve plus l'opérateur, on ne trouve plus l'interlocuteur qui a l'autorité pour régler un problème. Au début, on était donc Gaz de France. Suez est arrivé, fusion GDF-Suez. On a commencé à sous-traiter l'activité statutaire des plateaux téléphoniques en France. Depuis maintenant 2 ans, Engie a délocalisé les plateaux prestataires j'allais dire français, à l'étranger, donc Maroc, île Maurice, Cameroun, Sénégal. Et donc là, on est effectivement dans de plus en plus moins-disant social. On en a exploité, j'allais dire, des peuples qui n'ont pas de code du travail, donc qui sont exposés, j'allais dire, à des conditions de travail lamentables. Et surtout, c'est ce qu'on dit, si tu veux, quand tu tombes sur ces plateaux-là, quand ils ont, alors, effectivement, tu es à des milliers de kilomètres, qui ne connaissent pas le réseau, qui ne connaissent pas les problématiques, et c'est bien normal, on ne pourrait pas leur demander autre chose. Effectivement, tu es au bout du processus de déshumanisation, de casse de la boîte, et donc on arrive effectivement après à des situations dramatiques pour les agents, mais pour les usagers devenus clients, parce qu'ils ne trouvent pas de réponse, ils n'ont pas de solution. Ce tas-là, c'est tous les usagers qu'on a reçus et qu'on a recensés depuis le 14 novembre, l'ouverture de la boutique, avec les différentes problématiques. Là, c'était quoi? C'était une facture à régler, là c'était un chèque énergie. Et puis dans cette petite pochette, tout ça là, c'est les usagers qui se sont fait arnaquer par Engie et Eni. Il y a eu des condamnations, Engie a été condamné au mois de mars. 1 million d'euros de dommages et intérêts à verser à EDF, justement, pour démarchage abusif. Apparemment, la procédure n'est pas encore terminée, puisque Engie a dit qu'il aurait fait appel, je n'ai pas trop suivi. Mais en tout état de cause, on voit bien que vous avez utilisé le terme tension. Il y a des tensions, effectivement. C'est une course aux clients. Arnaquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens de sociétés prestataires de services qui viennent pour Eni et Engie, qui viennent chez les usagers et qui font du démarchage au porte-à-porte de façon abusive. C'est-à-dire qu'ils vont leur dire, par exemple pour Eni, nous EDF c'est fini, maintenant c'est avec nous que ça se passe, donnez-moi votre contrat et je vous refais un autre contrat. Alors ils vont chez les gens qui parlent pas très bien le français, qui sont âgés, qui suivent pas un peu tout ça, et puis ils leur cloquent les trucs, les gens ils perdent le tarif réglementé, ils perdent tout ce qu'ils avaient chez EDF et ils se retrouvent chez Eni et le lendemain, le mois d'après, reçoivent une facture qu'ils n'ont jamais reçue auparavant. Alors on va jusqu'à l'arnaque d'un certain nombre. Très clairement, quand on est dans l'illégalité, on est quand même quelque part dans l'arnaque. C'est quoi? C'est profiter de la méconnaissance de l'autre, d'un texte, d'une règle, d'une pratique légale. Merci, au revoir messieurs. Bon courage les gars. Ok, merci. À la prochaine. À lundi. Quand on rouvre des accueils comme ça, on montre que l'entreprise elle est à nous. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est que les directions qui ont été incapables de faire ça, ou plutôt qui ont été capables de détruire ça, les salariés, les agents du service public, par eux-mêmes, en autogestion, parce que c'est de l'autogestion qui se passe depuis maintenant le 14 novembre, ils sont capables, sans aucune hiérarchie, sans aucun patron, sans aucun, représentant du CAC 40 comme on a aujourd'hui, ils sont capables de redonner du sens, de s'organiser, parce qu'il y a une organisation, il y a des plannings, il y a des assistantes sociales qui viennent, voilà. Tout ça, il y a du ménage, ça a été organisé, il y a des agents volontaires, et donc ce qu'on prouve... Vous n'avez pas fait l'ENA? Non, on n'a pas fait l'ENA. Vous savez vous démerder tout seul. Voilà, donc ce qui prouve... j'y crois pas, faudra que je revienne. Ce qui prouve que notre classe sociale, elle est suffisamment intelligente pour s'organiser
pour se rendre utile, être reconnu par la population, parce qu'ils ont eu des témoignages de reconnaissance énormes depuis maintenant des mois qu'ils ont ouvert ça. Et tout ça, si je reprends, il parlait de la loi, tout ça dans l'illégalité, mais dans toute légitimité. C'est toute la différence. C'est-à-dire que légalement, ce que font les copains ici est illégal au regard des lois des puissants, mais l'action qu'ils font depuis le 14 novembre, elle est légitime, et au regard de ne serait-ce que les situations que tu as pu filmer aujourd'hui, on en voit tout le sens et la légitimité. Sommet, la morale qui se passe sur l'économie, dit qu'il faut être premier. Moi aimé s'associer, travailleurs du souterrain, on innovait, misérable seulement, chaque jour pendant que les autres moissonnaient. Plus qu'une transition, c'est une révolution énergétique. Une révolution qui demande d'inventer de nouvelles solutions pour les villes et les territoires. Engie, on l'a bien compris, ce n'est plus forcément du gaz, c'est maintenant du service, mais sans le respect du public devenu une vache à lait. Bref, Engie n'en a plus que faire de l'ancienne mission de service public. Fini l'échelle nationale, bienvenue aux opportunités territoriales. Toutes les solutions existent, Engie les déploie aujourd'hui. Au cœur de votre réflexion, il y a cette idée que vous avez que la transition énergétique, en fait, elle appartient pas aux États. Les États sont là pour créer les conditions pour que, effectivement, et les entreprises, et les collectivités locales, et les particuliers aussi à leur échelle, mais puissent effectivement aller dans cette direction-là. Dunkerque est justement un de ces territoires très attractifs, comme le démontre sobrement cette vidéo. Port de commerce d'importance, la ville est encore un centre industriel majeur en France et qui attire bien entendu des sociétés comme Engie. Une inauguration en grande pompe ce lundi à Cappelle-la-Grande pour le Grid, en la présence de la directrice générale d'Engie et de très nombreux participants, partenaires, médias locaux et nationaux. Le Grid, c'est la gestion des réseaux par l'injection d'hydrogène pour décarboner les énergies. En ce mois de juin 2018, on retrouve Isabelle Kocher près de Dunkerque, lors de l'inauguration d'une installation témoin, un démonstrateur nommé Grid, qui a pour fonction de fabriquer de l'hydrogène par électrolyse et de l'injecter dans le réseau de gaz urbain. Le système se nomme Power to Gas. L'hydrogène, c'est le chaînon manquant de la transition énergétique. C'est probablement le moyen de stocker de l'électricité de manière très efficace et très longue si on en a besoin. Comme les énergies renouvelables électriques, les renouvelables gaz bénéficient d'aides et d'obligations d'achat. Nous ne sommes pas étonnés alors de retrouver sur ce territoire la patronne d'Engie. Grid, en effet, est conforme à ces nouvelles orientations stratégiques. Car qui dit as a service zéro carbone, dit une communication axée sur les énergies renouvelables, l'occasion de verdir son image et de satisfaire ses actionnaires. Alors tout ça, c'est nécessaire, hein, les pilotes industriels, les pilotes de ce type, ils sont nécessaires. Sauf que c'est tout à fait des pilotes qui auraient dû et qui pouvaient être portés par le service public. Hein. Aujourd'hui, ils sont portés par des entreprises privées. Grid, parce qu'il y a de l'argent. Grid, c'est Engie. Il y a des subventions publiques. Et voilà, en fait, il y a des montages financiers qui viennent de l'État, de l'Europe, hein, à travers l'ADEME pour la France. Il y a le plan d'investissement, le PIA, je ne sais plus ce que veut dire le A, j'ai oublié. C'est quoi le PIA ? Le programme d'investissement d'avenir, né du rapport Juppé-Rocard, est une démarche exceptionnelle qui prépare la France aux défis de demain. 47 milliards d'euros lui ont déjà été consacrés en respectant 3 mots d'ordre: l'excellence, l'innovation et la coopération. Petite parenthèse, à savoir que l'une des conditions du PIA, c'est d'amener des fonds dans des entreprises à condition qu'elles soient privées, ou majoritairement privées. Alors là, le ton il est déjà donné de suite, quoi. C'est ainsi que la région dunkerquoise devient un nouvel Eldorado du nouveau marché dérégulé de l'énergie. Dans le secteur du renouvelable hydrogène, on trouve notamment un nouveau projet concurrent de Grid, mené par des entrepreneurs dont le profil n'est pas totalement green. Alain Sanson, propriétaire de Malherbe, 3e transporteur français, est en voie de monter avec sa société H2V une usine hydrogène Power to Gas sur le port de Dunkerque. À noter qu'Alain Sanson avait déjà bien prospéré dans le renouvelable avec une société d'éoliennes, Samseol, qu'il a revendue depuis à Engie.
H2V, cette société, imagine produire de l'hydrogène, envisage de produire de l'hydrogène afin de stocker notamment les surplus énergétiques. C'est une bonne idée. Et donc déjà il imagine, il réclame, il dit voilà, moi je veux bien m'installer, lancer cette filière hydrogène de power to gas, c'est-à-dire injecter de l'hydrogène dans les réseaux gaziers, mais il va falloir m'aider, il va falloir des subventions, il va falloir faire en sorte de garantir un prix ou d'avoir une rémunération complémentaire, le temps de récupérer l'investissement. Yo, protège ton fric, garde-le proche de toi, laisse-le pas traîner derrière, tu sois qui soit sur toi, le plus fait rouler les affaires, mais aussi amène la... Quand on nous parle de transition énergétique, c'est totalement un écran de fumée, puisque la transition énergétique, alors moi je vous en parle en connaissance de cause, mais il se trouve que j'étais au centre de recherche de Gaz de France. Donc la transition énergétique, ça nécessite de faire de la recherche. Parce que on ne passe pas comme ça d'un modèle énergétique à un autre. Il faut mettre en place de nouvelles techniques, etc. Or, moi je suis rentré au centre de recherche en 1980. À l'époque, il y avait 1000 salariés dans le centre de recherche. Maintenant, il y en a 250 à peu près. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde ce qui s'est passé, c'est que on ne fait plus de recherche. Ce qu'on fait, c'est des développements techniques ayant pour seul but le profit. C'est des études pour voir comment on peut faire plus de profit. Par contre, la recherche qui pourrait servir effectivement à la transition énergétique, elle, c'est vraiment la portion congrue. Il y en a, pour ainsi dire, quasiment pas. Il y a une nécessité de toute façon d'avoir du renouvelable, qu'il soit élec ou gaz, pour pouvoir sauver notre planète, ça a été dit tout à l'heure. Donc on ne peut pas s'y opposer, ce serait anti-vie, quoi. Donc voilà, maintenant il y a une volonté d'y aller, soit pour une raison capitalistique, soit pour les bienfaits de notre planète. Et aujourd'hui, c'est plutôt la raison financière qui porte ces projets. Le fait que le gaz se verdisse, c'est fondamental, parce que ça veut dire que nos infrastructures vont continuer à être utilisées. Il ne faut quand même pas oublier que c'est l'usager qui les a payées. Et donc si on devait fermer des infrastructures, c'est une perte sèche pour les usagers quand même, au-delà des salariés qui vont vivre le traumatisme qu'il y a. Mais donc continuer à les faire évoluer, les faire vivre avec ces énergies vertes. Effectivement, il faut une cohérence, mais il faut penser aussi que sans le gaz, le réseau électrique tombe. Bienvenue au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Je suis très heureuse de vous voir tous rassemblés, avec la Terre qui a retrouvé le sourire, parce que les territoires que vous engagez, que vous portez, les territoires énergie positive et pour le climat, c'est à la fois un engagement de développement local. Soyez remerciés les uns et les autres pour le service rendu aux territoires qui sont les vôtres. Les territoires ne sont pas attractifs que pour la beauté du geste. Non, si les nouveaux opérateurs arrivent en force dans le verdissement des énergies, c'est parce qu'il y a quelque chose qui aiguise leur appétit. Disons, l'odeur des euros, en l'occurrence une abondance d'aides, de préférence publique. L'ADEME vous aide en apportant des financements pour réaliser un état des lieux sous la forme d'un audit de vos équipements et de vos process. Un soutien financier... Car ce sont les régions qui, depuis la loi de transition énergétique de Ségolène Royal, doivent être les acteurs justement de cette fameuse transition énergétique. Le projet TIGA, autrement dit Territoire d'innovation de grande ambition, est lancé. Le bassin dunkerquois fait partie des 24 sélectionnés parmi 116 candidatures nationales à un appel à manifestation d'intérêt. Le territoire a ainsi obtenu 376 000 € de crédit d'ingénierie alloués par la Caisse des dépôts. Objectif, faire partie des 10 derniers appels à projets sélectionnés avec des millions d'euros de financement à la clé. Le plein pouvoir au territoire, c'est bien, mais les conséquences demain, ça va être quoi? Ça va être qu'on ne va plus du tout, de manière politique, assurer un équilibre énergétique pour l'intérêt général et donc pour tout un pays, mais on va se préoccuper de son précaré, c'est-à-dire du territoire sur lequel on est. En compétition, en concurrence. En compétition, en concurrence, voilà, dans un but très lucratif. On ne pense pas du tout à la notion de réseau, on ne pense pas du tout à la notion de péréquation tarifaire. En fait, on est en train d'inverser totalement la tendance, c'est-à-dire que tout ce qu'on a construit, à un moment donné, pour l'intérêt général,
dans un esprit de solidarité. Aujourd'hui, on est en train de le détruire. Et tout ça pour le fric. Voilà, donc véritablement, le pilote dans l'avion, il n'existe plus. On lance les territoires derrière cette notion de territoire d'innovation, hein, et on peut s'interroger sur la finalité. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup à s'interroger pour comprendre que demain, il risque d'y avoir des territoires en avance sur d'autres en retard, et forcément, et donc une inégalité du citoyen devant l'accès à l'emploi et devant l'accès aux services qui seraient le résultat de toutes ces innovations et de tous ces pilotes qui se mettent en place, qui, encore une fois, je le précise, sont nécessaires. Il faut vérifier les choses au stade pré-industriel, au stade industriel, mais après, la décision, elle appartient à qui dans le cadre d'une entreprise privée? Elle appartient au conseil d'administration qui va s'assurer de quoi? De la rentabilité financière du projet. Je défends le principe des énergies renouvelables, évidemment. Si vous interrogez n'importe quelle politique dans la campagne actuelle, tout le monde va vous dire qu'on est pour la transition énergétique. Sauf que ce qu'on est en train de faire, c'est d'une transition énergétique qui pourrait être démocratique, on est en train d'en faire quelque chose de privatisé. Et donc qui va être laissé au bon vouloir des entreprises privées. Et ça, c'est un scandale. C'est extrêmement grave. Si on veut basculer vers les énergies renouvelables, pourquoi pas? C'est certainement une solution dans un mix énergétique. Mais la solution, ça ne peut pas être déconnecté d'une maîtrise publique. Et or, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne maîtrise rien. Les énergies renouvelables, elles naissent de partout, parce qu'il y a des subventions qui sont, comment dire, données, allouées par des obligations d'achat. Des obligations d'achat, mais par contre, il n'y a aucune maîtrise publique. Et c'est là où il y a une incohérence totale. Donc il va falloir revenir à la raison. Je ne sais pas comment il va falloir s'y prendre. En tout cas, nous, à la Fédération, on a des préconisations pour y arriver. Et ce film est la volonté. Et ce film en est la volonté, et comme fut d'ailleurs Main basse sur l'énergie. Mais je pense véritablement qu'on aura besoin demain, par l'action des usagers, des élus politiques et puis forcément des syndicalistes avec les travailleurs, de se mettre tous en tas pour dire attention, arrêtons les conneries, quoi, parce que demain finalement on va, alors certes abandonner nos services publics, mais on va complètement faire en sorte que les aspects solidaires qui font une des valeurs quand même, l'aspect solidaire qui fait une des valeurs de la France, il n'y en a plus. Ouais. Il y en a qui l'appellent le cash, le pognon, le flouze, le cop, puis le fric. Ça veut tout dire la même affaire. Tout le monde veut de l'oseille. Mais chaque partenaire, les gars veulent tout prise. Fuck that. Protège ton cash. Mais c'est pas juste ça qui compte, man. Yo, protège ton fric. Garde-le proche de toi. Laisse-le pas traîner derrière. Tu sois qui soit sur toi. Le flouze fait rouler les affaires. Mais aussi amène la guerre. Quelque chose d'éphémère qui nous fait perdre beaucoup de frères. Le passé c'est hier. J'avance vers le futur d'allure fière. Je vois ma vie normale. Toutes les connaissances que j'acquiers. Je peux vivre au tiers. Pour moi le maximum d'argent.